Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous et bienvenue ici dans cette agora de l'espace azimut de l'Aura HLM, ce tiers-lieu qui a été inauguré hier et où se jouent des réflexions, aussi bien ici que dans les Arches, sur la ville de demain, construire la ville de demain. C'est le thème générique qu'a choisi l'Aura HLM pour ce congrès. Alors comment faire en sorte que cette ville de demain, et si possible un peu celle d'aujourd'hui, ne soit pas une ville chiante? C'est le thème de notre débat et les termes de notre débat de ce matin. Nous allons entamer cette réflexion à partir du livre que vous allez sans doute découvrir à l'écran, qui a été coécrit par Ariela Masbounji et Antoine Petitjean, La ville pas chiante. On va bien sûr s'arrêter un moment avec son autrice sur le contenu de cet ouvrage, Ariela Masbounji, qui est architecte, urbaniste, Grand Prix d'urbanisme en 2016, membre du Club Ville et Aménagement. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment des monographies sur des villes européennes où vous avez analysé la façon dont l'urbanisme intervenait dans ces villes dont elles étaient réalisées, Berlin, Madrid, Anvers, Amsterdam, Bilbao par exemple. Et on retrouve dans votre ouvrage quelques exemples des réalisations qui sont opérées dans ces villes. Donc ça sera peut-être intéressant aussi d'y faire allusion. Et pour débattre avec vous et réagir à vos propos, trois élus: Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon, chargé de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. Denis Maire, je vous remercie d'avoir accepté de remplacer au pied levé le président de l'agglomération d'Annemasse. Vous êtes vice-président de l'agglo. Gabriel Doublet ne pouvait pas être avec nous, donc vous êtes vice-président de l'agglomération d'Annemasse, en charge de l'aménagement du territoire et de l'innovation. Et vous êtes maire du village, comme ça qu'on dit, de Juvigny, qui est en Haute-Savoie. Et puis Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne et vice-président de la métropole de Lyon en charge de la culture. Vous pourrez vous aussi, si vous le souhaitez, à un moment intervenir. Et je dois dire encore que nous sommes accompagnés toute la matinée, vous la voyez ici sur votre droite, à côté de cet écran, par Fabienne Régnier. C'est une facilitatrice graphique et on découvrira son travail tout au long de nos échanges cette matinée. Et nous sommes accompagnés aussi par un slammer, Mehdi Kruger, qui viendra dans une petite heure ponctuer nos échanges. Donc attention, tout ce que vous direz ce matin pourra être slamé. Non pas slamé contre vous, mais slamé avec vous et avec Mehdi Kruger. On va tout de suite rentrer dans le vif de notre sujet avec cet ouvrage, La ville pas chiante. Ariela Masbounji, dans votre livre, il y a de nombreuses contributions, je le disais, des exemples dans le monde et en France, bien sûr. Vous pointez 10 défis, 10 enjeux à partir desquels la ville ne serait plus chiante. On va s'habituer à prononcer ce mot tout au long de la matinée. Je précise d'ailleurs que vous pouvez trouver cet ouvrage, si vous le souhaitez, à la librairie du Congrès, qui est juste à côté de l'entrée de la Planière. Et je ne prends aucun pourcentage sur les ventes, donc c'est une annonce totalement désintéressée. J'aimerais qu'on s'arrête un moment avec vous déjà sur le concept même. Qu'est-ce qui vous a amené à conceptualiser, à nommer les choses sur la ville pas chiante et donc à rebours sur ce qui est chiant dans une ville aujourd'hui? Pour différentes raisons. D'abord, moi j'aime les villes, je me promène dans les villes, je les observe et je réalise des événements et des ouvrages sur le sujet. Et donc il y a des villes qui suscitent chez moi de l'émotion, du plaisir, et beaucoup de villes, enfin beaucoup de réalisations récentes, c'est la grosse majorité des réalisations récentes, où on s'ennuie vraiment beaucoup. On s'ennuie vraiment beaucoup. Et le tilt est venu, je crois, quand j'ai visité ce qu'on appelle un écoquartier, qui est la ville durable en Suède, Hammarby. C'est mortel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on a envie de s'asseoir. Jamais. On traverse, on se dit, oui, c'est bien fait, les bâtiments sont bien faits, c'est très durable, c'est très durable. C'est-à-dire qu'ils ont un ramassage des ordures ménagères qui fonctionne bien, ils ont une chaufferie qui diffuse donc l'énergie, enfin tout va bien, sauf que ce n'est pas la ville. Et la ville, c'est quoi? La ville, c'est la surprise, c'est l'émotion, c'est l'inattendu, c'est la mixité aussi.
c'est mélanger des gens riches, des gens pauvres, c'est la surprise. C'est-à-dire qu'on va dans un lieu pour faire quelque chose et puis on fait autre chose. Parce qu'on est entraîné dans le parcours, on découvre des choses. Donc, et aussi, cette idée est le fruit de réflexions très, très longues. Par exemple, j'avais monté un atelier projet urbain qui était ma marque de fabrique. Au-delà des visites des villes, c'était des rencontres à Paris, sur beaucoup d'exemples, sur la ville des rez-de-chaussée. Ça fait déjà 10 ans qu'on se demande pourquoi, et plus même, pourquoi nos rez-de-chaussée sont mortels, mortellement ennuyeux. Et donc, quand j'ai proposé le sujet, on m'a un peu sauté à la gorge en disant comment on utilise ce vocabulaire. Il faut parler de villes stimulantes. J'ai dit pas forcément, parce que vous pouvez vous promener dans des lieux très calmes et où vous avez du plaisir. Donc, c'est pas forcément la ville animée. C'est la ville où vous prenez du plaisir. Donc j'ai tenu à appeler ce livre comme ça, et je rajoute que pour moi, la ville patiente, c'est la ville écologique. Parce que quand on parle d'écologie, on oublie le plaisir. Le plaisir de la ville, c'est quand même essentiel, et c'est ce qui fait que vous marchez à pied, que vous allez consommer dans la proximité, que vous allez rencontrer les autres. C'est aussi la ville de la cohésion sociale, la ville du plaisir. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai tenu à appeler le livre comme ça. Et puis je pense aussi que c'est bien de dire les choses clairement. On a tendance à dire, à utiliser un vocabulaire avec des euphémismes parce que ça passe mieux, mais en fait c'est très ennuyeux. La novlangue, vous savez, qu'on utilise tous. Moi, dès que j'entends la novlangue dans une conf, je m'en vais parce que je sais très bien ce qui va être dit. Je trouve que c'est bien de dire les choses. Alors, vous dites beaucoup de choses dans ce livre. On va revenir dans quelques instants, notamment sur cette question des rez-de-chaussée, parce que je crois qu'elle elle concerne au premier chef le logement social et les aménagements dans un certain nombre de bâtiments. Mais vous pointez beaucoup quand même dans ce livre la responsabilité des aménageurs, la ville réglementaire. J'ai noté la ville qui se réduit à l'application de recettes, les réponses toutes faites des spécialistes de la spécialisation. Je crois que c'est Patrick Bouchin qui dit ça. Donc, il y a pour vous une responsabilité, alors des aménageurs, mais de ceux aussi qui travaillent avec eux, de dire on a toujours le même type de projet qu'on va appliquer par coup, sans tenir compte vraiment de l'histoire du quartier et du paysage dans lequel il se déploie. Oui, vous savez, moi je n'aime pas faire des procès parce que c'est pas du tout l'objet. Je crois qu'on est tous collectivement responsables de ce que nous produisons. Y compris les habitants, y compris... je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Olivier Norek, Impact, j'en fais toujours la publicité, parce que lui, il raconte en fait que tout ce que nous faisons, nos investissements bancaires, notre mode de vie, fabrique le territoire qui est en train de mourir, fabrique la terre qui est en train de mourir. Moi, Olivier Norek, je précise pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un policier qui a exercé en Seine-Saint-Denis, qui écrit des polars passionnants, et son dernier est une espèce de thriller écologique, Impact, qui est vraiment intéressant. Oui, moi, le lendemain, j'ai été changer mes investissements à la banque, donc c'est très très efficace. Donc, si vous voulez, moi, j'aime pas pointer les responsables. Je crois qu'on est tous responsables. Alors, bien sûr, on est dans un pays qui est normatif. Les Français sont normatifs. Moi, j'ai fait partie du ministère en charge de l'urbanisme et leur boulot, c'est de faire des textes. Ils sont jugés au nombre de textes qu'ils font dans l'année. Moi, j'étais la seule à avoir inventé tout à fait autre chose. J'ai dit, on va aller voir ce que les maires font, parce que ce sont les maires qui inventent, ce sont les élus qui inventent, c'est pas l'État. Et il faut écouter ce que font les territoires. Ce sont les territoires qui inventent. Donc, j'ai essayé de lutter contre cet excès de normalisation. Alors, je crois qu'on fait des efforts en France, mais c'est vraiment intrinsèque à la France, là, de faire des textes qui enferment tout. Aujourd'hui, on a par exemple des labels écologiques qui vont à l'encontre de ce qu'on veut faire, parce qu'on demande tellement à chacun que finalement, collectivement, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Et on n'aura pas les moyens de répondre à ces normes. Donc, je m'érige contre ça. Les aménageurs sont responsables. Oui, bien sûr, mais nous tous, nous sommes responsables. Parce que nous véhiculons des modèles de la façon dont on dessine les projets dans la ville, dont on les fabrique. Nous faisons des périmètres. Vous voyez, quand vous êtes dans un projet d'urbanisme, vous avez un périmètre. Et par exemple, c'est comme si chez vous, vous avez une baignoire en or, et dehors,
c'est la catastrophe, mais ça, vous avez la baignoire en or. Donc déjà, moi, je trouve que cette affaire des périmètres est un désastre, parce qu'on ne tisse pas des liens avec l'existant. Quand on veut faire un écoquartier, on ne pense pas que cet écoquartier peut servir l'existant, parce que c'est ça notre sujet. Donc, on a aussi des financements qui vont au neuf. On a beau raconter tout ce qu'on veut, réhabiliter, c'est beaucoup plus cher que de faire du neuf. Toutes les aides vont vers le neuf. Donc on a de très nombreuses contraintes et moi ce que je demande c'est un droit à l'expérimentation, à l'innovation, que chaque cas est un cas particulier. On se penche sur un territoire qui a un paysage, qui a une façon de vivre, qui a des habitants et c'est avec ça qu'on devrait fabriquer un projet. Puis alors, on a inventé les macro-lots. Ça, c'est le désastre du siècle, à mon avis. Hein, parce que le macro-lot, c'est très pratique pour tout le monde, parce qu'on va confier à un aménageur, à un promoteur, un lot entier. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on est en train de fabriquer les grands ensembles de demain, parce qu'ils sont immuables. Vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les grands ensembles. Et, hein, c'est pas ici... avec les HLM que je vais leur enseigner quelque chose. Mais la maladie principale, c'est la non-mutabilité. Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé à Hanoï, c'est absolument génial. Vous avez des grands ensembles où les gens ont rajouté des balcons, ils ont rajouté des commerces devant et tout, et ça a bougé. On sent même plus que c'est un grand ensemble. En France, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas ouvrir un commerce, vous pouvez pas... Moi, j'avais proposé à Marseille de faire descendre les gens qui faisaient des vêtements dans les étages, d'ouvrir nos rez-de-chaussée qui étaient vides et de les mettre là. On m'a envoyé au diable en me disant mais qu'est-ce que vous racontez, c'est pas possible, juridiquement c'est pas possible, et les assurances. Mais d'abord on aurait trouvé du boulot aux gens, puis on aurait fait vivre nos rez-de-chaussée. Donc on a un problème des grands ensembles, ils ne sont pas mutables. Et nous fabriquons des macro-lots qui sont une seule parcelle. Une seule parcelle. Ça veut dire que pour faire bouger chaque immeuble, comme dans la ville normale, vous allez devoir demander l'accord de tout le monde. On a une sorte de catastrophe dans les ingrédients de la fabrication. Ça vient aussi du fait que, je n'ai rien contre le privé, hein, mais on confie des morceaux entiers au privé parce que c'est beaucoup plus facile. Et donc, on fabrique ces macro-lots qui se ressemblent sur toute la France. Hein. C'est-à-dire que vous allez à Marseille, ça va ressembler à ce qu'on a fait à Nantes et à ce qu'on a fait à Lyon. Donc, moi, je plaide pour voilà, la spécificité. On est sur un territoire, on regarde où on est, qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens tels qu'ils sont. On introduit les ingrédients de l'urbanisme transitoire pour inventer aussi d'autres façons de travailler avec les gens, de faire vivre les espaces. Et on laisse la programmation ouverte. Ça, c'est très important. Parce que il faut réaliser quand même que ce qu'on est en train de mettre en œuvre, aujourd'hui, on l'a dessiné il y a 10 ans. Donc on est déjà, aujourd'hui, on est en retard par rapport à l'an dernier. Sur le commerce, sur ce qu'on fait dans les rez-de-chaussée, etc., etc. Donc, on est en train de réaliser ce qu'on a dessiné il y a 10 ans. Vous réalisez ça? Qui est déjà complètement dépassé. Et le fait d'introduire cette adaptation à la créativité sociale, aux initiatives, aux gens qui viennent vous proposer des choses, c'est essentiel. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on leur donne le crayon. Il faut quand même avoir des concepteurs, avoir des aménageurs qui tiennent les fils conducteurs d'un projet. Les continuités urbaines, le passage des trams, tout ça, c'est indispensable. On ne va pas faire du happening partout. Mais il faut un peu de happening pour faire une ville pas chiante. Et oui, d'ailleurs, dans le livre, vous insistez, enfin vous et puis un certain nombre de contributeurs, sur la co-construction avec les citoyens, avec les habitants, au-delà du projet urbain lui-même. Alors, vous venez d'expliquer à quelles conditions c'était possible, mais vous dites aussi que derrière ça, aujourd'hui, par rapport à la crise que traverse pas seulement la France, mais beaucoup de sociétés européennes, il y a un enjeu aussi démocratique qui se joue dans le projet urbain entre l'élu, et on verra comment les 3 élus qui sont là réagissent, entre l'élu et sa population. Alors justement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les élus avaient échappé aux attaques de la population. Les élus avaient gardé leur aura. Les élus locaux, en tout cas, les maires. Les élus locaux, jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
Je pense que malheureusement ça change et qu'il y a une contestation, y compris du pouvoir local. Ce qui est un désastre, parce que le pouvoir local, c'est le pouvoir de la cohésion sociale. Et donc, moi, je sens une perte de confiance. Je la sens très clairement, notamment parce que je suis invitée à des débats. J'étais à Nantes il n'y a pas très longtemps, invitée par un groupe alternatif qui s'appelle Transfert, qui occupe un terrain qui va être bientôt aménagé. Alors, bientôt, ils vont devoir fermer et après, c'est business as usual. On ne tient pas du tout compte de tout ce qu'ils ont fait pendant 3 ans, qui est formidable parce qu'ils ont fait vivre le quartier. Mais eux, de leur côté, ne comprennent pas non plus quelle est la responsabilité des élus, que s'il y a un mort ou s'il y a de la drogue, c'est l'élu qui est responsable, c'est pas eux. Donc on a besoin de rapprocher les points de vue et je pense que ces groupes qui font de l'alternatif, de la participation pas traditionnelle, pas réglementaire justement, qui vont chercher les gens là où ils sont, les jeunes, les personnes âgées qui viennent jamais dans les réunions de concertation, ces gens qui aussi font émerger au fond la parole locale sans projet, qui font émerger des projets, c'est important pour fabriquer la cohésion sociale et l'acceptation des projets. Donc je pense qu'ils peuvent jouer ce rôle intermédiaire entre la population qui est un peu méfiante maintenant vis-à-vis des élus et les élus, à condition que ces gens-là soient plus ouverts pour comprendre qu'à un moment donné, il y a une responsabilité des élus qui est essentielle et des aménageurs, et que les élus et les aménageurs sachent négocier avec eux. Je crois qu'il faut rapprocher les points de vue. Ça me paraît un enjeu démocratique essentiel et aussi un enjeu pour nos projets urbains parce que ça va les enrichir, ça va apporter des ingrédients inattendus. Regardez tous les ingrédients actuels des rez-de-chaussée urbains ou de l'occupation de la ville, on les connaissait pas. On ne connaissait pas du tout, il y a très longtemps, ça fait au moins d'une dizaine d'années qu'on connaît les Fab Labs, les coworking, tous ces lieux inattendus qui sont des ingrédients de la ville. Et il y en a d'autres qui vont arriver et qu'on ne connaît pas. Donc ça me paraît important justement de faire ces rapprochements. À propos, j'ai noté cette formule à propos des rez-de-chaussée qui, je pense, est assez éclairante pour qui déambule dans une ville. Vous partez de la jouissance de ce qui est à portée de vue et donc de la non-jouissance quand il n'y a rien à portée de vue. Vous parlez aussi pour les projets, on y reviendra sans doute. J'aime bien cette formule, même puisqu'elle paraît un peu contradictoire. Il faut susciter l'accident heureux. Donc on verra dans un projet comment effectivement on peut proposer des projets qui en même temps intègrent ce que vous avez dit, de l'aléatoire, du transitoire, qui laissent ouvert la possibilité d'un accident. On reviendra peut-être aussi dans la discussion sur l'ancrage dans le paysage, parce que vous avez choisi de démarrer votre livre sur l'importance du paysage. Et comme on travaille aussi, on y reviendra dans d'autres débats, sur l'existant, dans le paysage, il y a aussi le patrimoine existant et c'est un enjeu important pour le logement social aujourd'hui. Mais j'ai noté que cette question quand même du logement social, vous l'abordez pas beaucoup dans le livre, la place la place du logement. Alors c'est sous-entendu dans les projets, mais c'est aussi un enjeu important quand on est dans un univers où on manque cruellement de logements. Il y a beaucoup d'attentes. Donc comment est-ce que vous arrivez, vous, à aborder cette question, à la fois du manque de logement et puis de l'urgence relative à construire? Je ne sais pas à quoi vous voulez que je réponde, parce qu'il y a 5 questions. Donc, dites-moi à laquelle vous voulez que je réponde. Sur la place du logement social et l'urgence aujourd'hui. Les autres. Okay. Les autres, on y reviendra. Je les citais simplement pour qu'on puisse y revenir. Alors sur le logement social, plutôt des citations que des questions. Faire du logement social. J'avais participé à une expertise européenne dans le cadre du Conseil général du développement durable sur les voisins, sur pourquoi ils font écologique plus que nous, soi-disant. Donc on a été au Royaume-Uni, on a été en Allemagne et aux Pays-Bas. Et alors mes camarades étaient émerveillés parce que au niveau environnemental, les Anglais, j'y reviendrai, mais les Allemands et les Néerlandais font mieux au niveau environnemental. Les Anglais font pas mal. Moi, en fait, ça fait très très longtemps
que je suis fascinée par ce pays étrange qui est soi-disant un pays ultralibéral et qui a quand même arrêté les centres commerciaux périphériques depuis 92. 92. Ils ont arrêté l'étalement urbain depuis 92 en réaction à Thatcher. Et j'ai pas arrêté de dire aux Français, j'étais au ministère, mais quand est-ce qu'on arrête? Quand est-ce qu'on s'arrête? On n'a toujours pas tout à fait arrêté. Hein. Donc on dit qu'on se bat contre l'étalement urbain. C'est pas vrai. En plus, on finance le logement à taux zéro, que ça se développe dans la périphérie. Un jour, j'ai dit à la ministre, pourquoi est-ce que le taux zéro, c'est pas uniquement de la réhabilitation, si possible, à proximité des centres-villes? Pourquoi? Ça, c'est un moyen d'agir sur le logement social intelligemment. Alors, justement, mes camarades étaient émerveillés. Et moi, je leur ai dit, mais je comprends pas que vous soyez émerveillés, parce que nous, sur le social, on est mieux, parce qu'on fabrique du logement social. Vous savez qu'en Suède, il n'y en a pas. À Marby, il n'y en a pas de logements sociaux. Donc c'est quand même essentiel. Et les Néerlandais faisaient énormément de logements sociaux. Ils ont baissé le pourcentage. Donc je veux dire, être écologique, c'est être social, non? Je veux dire, ça, on l'oublie complètement. Hein. En France, être écologique, c'est uniquement être bon environnemental. Bon, peut-être que je vous provoque là, mais moi, ça me choque, parce qu'on oublie l'économique, on oublie de reconstruire l'économie sur la transition, et on oublie les gens. Donc, le logement social, c'est une spécialité française magnifique, que je salue tous les jours. Moi, je suis née au Liban, hein, je peux vous dire que les gens, ils sont dans la rue, et qu'avoir du logement social, les gens, ils oublient que c'est le paradis sur Terre quand même. Hein. Rachid Kander, qui est là, qui lui est né au Maroc, il dit comme moi, que les Français ne se rendent même pas compte des privilèges qu'ils ont. Donc, on a la chance d'avoir du logement social. Alors maintenant, le logement social est encadré de façon tellement étroite qu'on n'arrive pas, par exemple, à faire ce que Patrick Bouchin aimerait, par exemple, financer un logement social d'un berger dans un bled. Et que lui, comme il l'occupe que 6 mois, puisque les autres 6 mois, il est en pâturage, que ça puisse être du logement partagé. Donc il faut de la souplesse dans le logement social. Je lisais hier dans Le Monde ou Libé, je ne me rappelle plus, Libé peut-être, tout ce qui... Ah oui, Libé, il y avait un gros dossier super intéressant sur les nouveaux logements. Le co-living, c'est génial le co-living. Alors bon, on le fait. Pourquoi le co-living, c'est pas du logement social? Donc je pense qu'il faut assouplir beaucoup ce qu'on entend par logement social. Ça me paraît une des données fondamentales. Je trouve très bien la loi Allure qui impose du logement social partout et qui impose aussi que ce soit, enfin, ce que j'ai pu observer, et ça c'est une bonne chose, c'est que dans les quartiers on ne distingue pas quand c'est du logement social. Par contre, on n'a pas gagné la bataille de l'image. Parce que les gens continuent à penser que HLM, c'est pas bien. Alors que HLM, par exemple, à Paris, c'est mieux que le logement privé. Quand vous promenez à Paris, dès que vous voyez un bel immeuble, eh ben, c'est de l'HLM. Toujours. Presque toujours. Parce qu'il y a peut-être cette obligation d'innovation. Donc moi, je trouve, pour terminer là-dessus, je trouve, que c'est essentiel, qu'on a ce privilège en France, que les organismes font ce qu'ils peuvent, mais que c'est vrai que si on était plus souple, plus intégrateur, plus mélange des genres, si on intègre les nouveaux modes de vie, par exemple là on n'arrive plus à loger les étudiants, comment on fait? Il faudrait qu'on invente des produits qui soient souples, adaptables et qui répondent en fait à l'évolution des modes de vie, à l'évolution des moyens des gens. Donc voilà, c'est mon... Et puis si possible aussi, se centrer sur la reconversion. J'ai cru comprendre que Paris, pour lutter contre la montée des prix, parce que ça c'est quand même la catastrophe totale, quoi. Toutes les villes qui gagnent, en fait, deviennent très chères et elles perdent l'ingrédient qui faisait d'elles des villes qui gagnent. Par exemple, Berlin. Berlin devient une ville chère. Berlin était une ville créative tant qu'elle n'était pas chère. Et donc Paris s'apprête à acheter massivement des bâtiments existants pour les reconvertir en logement social. Ça, je trouve que c'est très malin. Et c'est peut-être, ça nous permettrait à la fois d'aller vers la transition, de ne pas densifier la ville et aussi d'intégrer les gens dans les lieux qui ne sont pas chiants, parce que la ville existante, en général, n'est pas très chiante.